Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite histoire d'Agatha Christie. Le titre de cette histoire, L'arrivée de Monsieur Quin. C'était la veille du Nouvel An. Les invités du château de Royston étaient rassemblés dans le grand hall. Monsieur Satterthwaite était content que la jeunesse soit allée se coucher. Il n'aimait pas être entouré de jeunes. Il les trouvait sans intérêt et manquant de subtilité. Or, en vieillissant, il aimait de plus en plus la subtilité. M. Satterthwaite avait 62 ans. C'était un petit homme sec, un peu courbé, avec une figure pointue qui ressemblait de façon étonnante à un museau de renard. Il s'intéressait beaucoup et peut-être d'une façon exagérée à la vie des autres. Pendant toute son existence, il s'était, pour ainsi dire, assis aux premières loges pour étudier les drames humains qui se jouaient devant lui. Son rôle fut toujours celui du spectateur, mais avec l'âge, il se montrait plus difficile sur le choix des pièces qu'on lui offrait, et il recherchait ce qui sort de l'ordinaire. Il avait sans aucun doute l'intuition des choses, et lorsqu'un drame étrange se nouait dans le voisinage, il le flairait comme un chien de chasse. Depuis son arrivée à Royston, cet après-midi même, ce flair, cette faculté en quelque sorte subconsciente, l'avait invité à se tenir sur ses gardes. En effet, il pressentait que quelque chose d'intéressant se produisait ou allait se produire. Les invités n'étaient pas nombreux. Outre Tom Evesham, hôte bienveillant et agréable, et sa femme, personne sérieuse fort occupée de politique, qui avait été, avant son mariage, Lady Laura Keene. Il y avait Sir Richard Conway, militaire et grand voyageur, 6 ou 7 jeunes gens dont Satterthwaite n'avait pas retenu les noms, et enfin, Monsieur et Madame Portal. C'était ces derniers surtout qui intéressaient M. Satterthwaite. Bien que n'ayant jamais rencontré Alex Portal, il était très renseigné à son sujet, car il avait connu son père et son grand-père. Alex Portal leur ressemblait, la quarantaine, blond aux yeux bleus, comme tous ses aïeux. Aimant le sport, adroit à tous les jeux, mais dépourvu d'imagination. En un mot, le type achevé de l'anglais moyen. Quant à sa femme, elle était toute différente. M. Satterthwaite savait qu'elle était australienne et que M. Portal l'avait rencontrée là-bas 2 ans auparavant et épousée presque aussitôt. Elle n'avait jamais habité l'Angleterre avant son mariage. Mais malgré cela, elle ne ressemblait à aucune des Australiennes que M. Satterthwaite avait connues jusqu'alors. Il l'observait à la dérobée. Femme intéressante, pensait-il, équilibrée, très vivante. Oui, c'était bien cela. Elle respirait l'ardeur de vivre. On ne pouvait dire qu'elle fût belle, mais il manait d'elle un charme étrange auquel bien peu d'hommes, M. Satterthwaite en était déjà sûr, eussent été capables d'échapper. Le côté masculin de M. Satterthwaite se révélait dans cette dernière constatation, mais son côté féminin, car M. Satterthwaite avait également des impressions féminines, s'intéressait à une autre question. Pourquoi Mme Portal se teignait-elle les cheveux? Il est probable qu'aucun autre homme n'aurait remarqué cela, mais M. Satterthwaite, lui, s'en était aperçu. Beaucoup de femmes brunes se font décolorer, mais il n'avait pas encore rencontré de blonde qui se teignait en noir. Tout en elle l'intriguait. Il avait la certitude qu'elle était ou très heureuse ou très malheureuse, sans pouvoir se décider entre ces extrêmes, ce qui l'agaçait. En outre, M. Satterthwaite avait tout de suite vu qu'elle produisait un effet étrange sur son mari. Il l'adore, se disait-il, mais parfois, oui, c'est bien cela, parfois il en a peur. Oh, voilà qui est intéressant, extrêmement intéressant. Portal buvait beaucoup, et il avait une façon curieuse d'observer sa femme à la dérobée. Ce garçon est un paquet de nerfs, se disait M. Satterthwaite. Sa femme le sait, et cependant, elle ne veut rien faire ni tenter pour y remédier. Il était donc très intrigué par ce couple, car il sentait qu'il se passait entre eux quelque chose d'anormal. Mais ce quelque chose, il ne pouvait encore le définir. M. Satterthwaite fut interrompu dans ses méditations par le carillon solennel de la grande horloge placée dans un coin de la pièce. « Minuit !» s'écria M. Evesham. « C'est la nouvelle année. Qu'elle soit bonne et heureuse pour tous. » Mais en réalité, ajouta-t-il, la pendule avance de 5 minutes. Et je ne sais pas pourquoi les enfants n'ont pas attendu l'année nouvelle avant d'aller se coucher. Je ne pense pas un instant qu'ils soient couchés, remarqua sa femme d'un ton tranquille. Ils sont probablement en train de mettre des brosses dans nos lits. Ce genre de plaisanterie les amuse tellement.
Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, de mon temps, nous ne nous serions pas permis de telles inconvenances. Autre temps, autre mœurs, dit Conway en riant. Le militaire était comme Evesham, droit, honnête et bon, mais sans grande intelligence. Dans ma jeunesse, continua Lady Laura, nous formions un cercle et chantions Auld Lang Syne. Evesham parut mal à l'aise. Oh, tais-toi, Laura, murmura-t-il, pas ici. Il traversa le grand hall où tous étaient assis et alluma une lampe de plus. J'ai eu tort de parler de cela, dit Lady Laura. Cela lui rappelle naturellement ce pauvre monsieur Capel. Et se tournant vers madame Portal, ne trouvez-vous pas que le feu est trop chaud, ma chère amie? Eleanor Portal fit un brusque mouvement en arrière. Non, non, merci. D'ailleurs, je reculerai ma chaise si j'ai trop chaud. Quelle belle voix elle avait. Une de ces voix graves et musicales qu'on n'oublie pas, pensa M. Satterwhite. La figure de madame Portal se trouvait maintenant dans l'ombre, et c'était bien dommage. Sans bouger de place, elle demanda. Monsieur Capet? Oui, fit Lady Laura. L'homme à qui appartenait autrefois cette maison s'est tué. Oh, Tom chéri, ajouta-t-elle en s'adressant à son mari. Je n'en parlerai pas si cela vous est désagréable. Ce qui n'empêcha pas de continuer. Ce fut naturellement une grande émotion pour Tom, car il était ici quand le drame a eu lieu. Vous aussi, n'est-ce pas, Sir Richard? Oui, Lady Laura, répondit Conway. Dans le fond du hall, une seconde pendule très ancienne ronfla et sonna minuit. Bonne nuit, Tom, grogna Evesham négligemment. Lady Laura plia son tricot avec décision. Eh bien, nous l'avons vu arriver cette nouvelle année, observa-t-elle. En regardant madame Portal, elle ajouta. Qu'en pensez-vous? Eleanor Portal se leva vivement. Il ne nous reste plus qu'à aller nous coucher, fit-elle, d'un ton qu'elle s'efforça de rendre désinvolte. Elle est très pâle, pensa M. Satterwhite en préparant les bougeoirs. Beaucoup plus que tout à l'heure. Il lui tendit alors sa bougie allumée en la saluant avec courtoisie. Madame Portal la lui prit des mains et, sans un mot, s'éloigna lentement dans l'escalier. Brusquement, M. Satterwhite eut une intuition soudaine. Il voulut la suivre pour la rassurer. Il avait le pressentiment qu'elle courait un danger. Mais la sensation s'évanouit aussitôt et il eut honte de ce réflexe inconscient. Ah! Ça, est-ce que lui aussi allait être dominé par ses nerfs? Madame Portal n'avait pas regardé son mari en montant l'escalier, mais tout à coup, elle se retourna et le fixa avec une sorte d'anxiété fiévreuse. À nouveau, M. Satterwhite éprouvait une impression pénible. Un peu troublé, il prit congé de la maîtresse de maison. « Je suis sûr que cette nouvelle année sera heureuse, » lui dit Lady Laura. « Mais la situation politique me paraît bien incertaine. »« Sans aucun doute, » approuva poliment Satterwhite. « J'espère toutefois, » continua Lady Laura, sans changer de ton, « que le premier homme qui franchira le seuil de notre porte ce matin sera brun. Vous connaissez, je pense, cette superstition, M. Satterwhite. Non? Oh, vous m'étonnez. Pour porter bonheur à une maison, il faut que le jour de l'an, un homme brun y entre le premier. Allons, bonsoir. J'espère ne rien trouver d'insolite dans mon lit. Mais je n'ai aucune confiance en nos enfants. En secouant la tête avec un peu d'appréhension, Lady Laura gravit à son tour l'escalier. Après le départ des deux dames, chacun rapprocha sa chaise du feu, qui flambait dans la cheminée. Evesham versa du whisky à ses invités, et le sujet de conversation qui avait été écarté auparavant fut repris. « Vous connaissiez Derek Capel, n'est-ce pas, monsieur Satterwhite » demanda Conway. « Oui, un peu. »« Et vous, Portal ?»« Non, je ne l'ai jamais rencontré. » Ces mots furent dits d'un ton si vif et si embarrassé que M. Satterwhite regarda avec surprise celui qui les avait prononcés. « Je n'aime pas que Laura parle de ça, » dit Evesham. « Après la tragédie, cette propriété fut achetée par un industriel. Il la vendit au bout d'un an, car elle ne lui convenait plus. On raconta alors que la maison était hantée. Et cela lui donna mauvaise réputation. Ensuite, quand Laura voulut que je pose ma candidature à West Kittleby, il fallut habiter la région et les propriétés n'étaient pas faciles à trouver. On vendait Royston pour rien et finalement je l'ai acheté. Les fantômes, je n'y crois guère. Mais il est désagréable quand on vous rappelle que vous habitez une maison où l'un de vos amis s'est tué. Pauvre vieux Derek, ajouta-t-il en soupirant. Dire qu'on ne saura jamais pourquoi il a fait ça. Ce ne sera ni le premier ni le dernier qui se sera tiré un coup de revolver sans en donner la raison, dit Portal. Et il se versa une grande rasade de whisky. Quelque chose de tracasse, pensa M. Satterwhite. J'aimerais bien savoir pourquoi. Écoutez le vent, dit tout à coup Conway.
C'est une nuit terrible. Une nuit propice aux fantômes, ajouta Portal avec un rire un peu faux. Tous les démons de l'enfer sont sortis cette nuit. Si l'on en croit Lady Laura, conclut Conway en riant, le plus noir d'entre nous portera bonheur. Le vent hurla, puis comme il s'apaisait peu à peu, on entendit soudain 3 coups frapper à la porte d'entrée. Tout le monde sursauta. Qui diable pouvait venir à une telle heure? Surpris, ils se regardèrent. « J'y vais, dit enfin Evesham. Les domestiques sont couchés. » Il ouvrit, et un vent glacial emplit le hall. Dans l'encadrement de la porte se tenait un grand homme, grand et mince. Par un curieux reflet de vitraux, multicolores de l'imposte, il sembla à M. Satterthwaite qu'il était vêtu de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'homme s'avança. Il était brun. « Excusez-moi de vous importuner, dit l'étranger d'une voix au timbre harmonieux. Mais je suis en panne. Pas grand-chose d'ailleurs, et mon chauffeur fait le nécessaire. Mais il faut compter une demi-heure et il fait si froid dehors que je me suis permis de frapper à votre porte. » Il s'interrompit et Evesham répondit aussitôt. « Entrez donc, monsieur. Un whisky ? Et si nous pouvions vous être d'un secours quelconque pour l'auto ? » ?»« Non, merci, fit le nouveau venu. Mon chauffeur sait très bien y faire. Mais excusez-moi, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Quinn, Harley Quinn. »« Asseyez-vous, monsieur Quinn, dit Evesham. Et après avoir décliné à son tour son nom, il présenta Sir Richard Conway et M. Satterthwaite. M. Quinn salua et prit la chaise qu'Evesham lui présenta. Mais comme il s'asseyait, son visage se trouva soudain dans l'ombre et prit l'étrange apparence d'un masque. Evesham jeta 2 bûches dans le feu et proposa du whisky. « Vous connaissez bien ce pays, monsieur Quinn ? » ?»« J'y suis passé il y a quelques années. »« Vraiment ? » ?»« Oui, la maison appartenait alors à un nommé Capel. »« Ah oui, dit Evesham, pauvre Derek Capel. »« Le connaissiez-vous ? » ?»« Oui, répondit M. Quinn, je le connaissais. » Sur cette réponse, l'attitude d'Evesham se modifia d'une façon imperceptible. La réserve qu'il avait tout d'abord manifestée avait disparu. M. Quinn avait connu Derek Capel. C'était l'ami d'un ami. Il devait donc être accepté autrement que comme un hôte de hasard. « Étrange affaire, dit M. Evesham d'un ton confidentiel. Nous en parlions justement tout à l'heure. Certes, il me fut très pénible d'acheter cette propriété. Malheureusement, il n'y en avait pas d'autres dans le voisinage. J'étais ici le soir où ce malheureux se tua. Et ma parole, il y a des moments où j'ai presque peur de voir apparaître le fantôme de Derek. »« Quel drame inexplicable, dit M. Quinn d'une voix douce, mais pleine de décision. Et il s'arrêta comme s'il venait de dire une chose très importante. « Inexplicable, vous pouvez le dire, répliqua Conway. J'étais ici, aussi au moment du suicide. Cela restera toujours un mystère. »« Je me le demande, dit M. Quinn, et se tournant vers Conway. Vous disiez ? » ?»« Je disais que ce fut ahurissant. Un homme dans la force de l'âge, bien portant, gai sans souci, ayant chez lui des amis, des invités, plein d'entrain et de projets. Tout à coup, il se lève de table, monte dans sa chambre, prend un revolver et se tue. Pourquoi ? Personne ne l'a jamais su et personne ne le saura jamais. Votre jugement me paraît bien définitif, observa M. Quinn avec un léger sourire. Conway le regarda étonné. Que voulez-vous dire ? Eh bien, un problème n'est pas nécessairement insoluble parce qu'il n'a pas encore été résolu. Allons donc, puisqu'on n'a rien pu trouver à l'époque du drame, il n'est guère probable que maintenant, après 10 ans, on découvre la vérité. M. Quinn secoua la tête. « Je ne suis pas de votre avis, dit-il. Un historien contemporain n'écrit jamais l'histoire d'une façon aussi véridique qu'un historien d'une génération qui suit. Le tout est de savoir les choses dans leurs proportions exactes. » Alex Portal se pencha en avant, la figure crispée. « Vous avez raison, monsieur Quinn, s'écria-t-il. Le temps ne résout pas un problème, mais il le présente sous un nouvel aspect. » Evesham sourit avec incrédulité. « Vous voulez donc dire, monsieur Quinn, que si nous essayions, par exemple ce soir, de chercher les causes de la mort de Derek Capel, nous serions plus près de la vérité que nous le l'étions quand l'événement se produisit ? Plus près, monsieur Evesham, plus près. Vous ne seriez plus, en effet, sous l'influence de l'émotion. Et vous pourriez évoquer les faits avec calme et lucidité. » Evesham parut étonné. « Il faut avoir un point de départ, prononça alors M. Quinn. L'un de vous doit avoir une opinion, j'en suis sûr. Voyons, Sir Richard, quelle est votre idée ? » « Eh bien, dit-il un peu gêné, nous pensions tous qu'il devait y avoir une femme dans l'affaire. D'habitude, il y a toujours une femme ou une question d'argent, n'est-ce pas ?
Or, cette fois, ce n'était certainement pas l'argent. Donc, qu'est-ce que cela pouvait être, sinon une femme? Monsieur Satterthwaite tressaillit. Il s'était penché pour donner un avis, et en même moment, il vit une forme féminine accroupie contre la balustrade de la galerie supérieure. Il était le seul à pouvoir l'apercevoir. Elle écoutait attentivement tout ce qui se disait. Monsieur Satterthwaite se demanda, pendant un instant, s'il n'était pas le jouet d'une illusion. Mais non, il la reconnut à sa robe, c'était Eleanor Portal. Et subitement, les événements de cette soirée parurent clairs à Monsieur Satterthwaite. L'arrivée de Monsieur Quinn n'était pas un hasard, c'était l'entrée d'un acteur qui vient tenir un rôle. Il se jouait cette nuit un drame dans le hall de Royston. Un drame dont un des personnages était mort, car Derek Capel avait pris part à la pièce. Monsieur Satterthwaite en était sûr, et comme en un éclair il comprit. Ce qui se passait était mis en scène par M. Quinn. Il donnait aux acteurs leurs répliques. Il était au cœur du mystère, il savait tout. Même la présence de la femme dissimulée là-haut, derrière la balustrade. M. Satterthwaite suivait le drame en spectateur attentif. M. Quinn, sur la scène, faisait marcher les marionnettes. Une femme, oui, dit-il pensivement. Et, fixant ses interlocuteurs, il demanda. N'a-t-on parlé d'aucune femme pendant le dîner précédant le suicide? Mais si, bien sûr, s'écria Evesham. Derek Capel a annoncé ses fiançailles, et c'est ce qui rend son suicide si étrange. Il paraissait heureux de ce mariage qui, du reste, n'avait encore rien d'officiel. Nous avons naturellement deviné de quoi il s'agissait, ajouta Conway. C'était Marjorie Dilke, une charmante fille. Il sembla que ce fût au tour de M. Quinn de parler, mais il ne fit pas, et son silence eut quelque chose de provoquant. Il paraissait mettre en doute le renseignement donné. Conway fut aussitôt sur la défensive. « Quelle autre femme serait-ce? Qu'en dites-vous, Evesham ?»« Je ne sais pas, répondit ce dernier. Tout ce dont je me souviens, c'est que Derek Capel nous a dit qu'il ne pouvait nous dévoiler le nom de sa fiancée, avant d'en avoir obtenu la permission. Mais il voulait que ses meilleurs amis sachent qu'ils seraient mariés dans l'année. Et naturellement, comme on les avait beaucoup vus ensemble, nous pensions que ce serait avec Marjorie. La seule chose, commença Conway, mais il s'arrêta brusquement. « Qu'alliez-vous dire, Dick ?» demanda Evesham. « Je trouvais assez bizarre qu'il nous cache ainsi ses fiançailles avec Marjorie. Je ne voyais aucune raison à cela, ce qui m'incite à croire en effet qu'il s'agissait plutôt d'une femme mariée dont le mari venait de mourir. »« Peut-être, dit Evesham, car, dans ce cas, Derek n'aurait pas pu annoncer ses fiançailles aussi vite. En y repensant, je ne crois pas qu'il voyait Marjorie autant que nous le pensions. Il me semble que ses relations avec elle s'étaient espacées depuis quelque temps. »« Curieux, fit M. Quinn. »« Oui, poursuivit Evesham. On aurait dit que quelqu'un les avait séparés. »« Une autre femme, peut-être, dit Conway d'un air songeur. »« En effet, reprit Evesham. Derek était bizarre ce soir-là. Il paraissait au comble du bonheur et cependant, je ne sais comment l'expliquer, il semblait braver quelque chose. Comme un homme qui défie le sort, murmura Alex Portal. Voulait-il parler de Derek Capel ou bien de lui-même? M. Satterthwaite se posa la question et constata que M. Alex Portal avait tout à fait l'air d'un homme qui défie le sort. Il semblait plongé dans une torpeur et son regard était lointain. M. Satterthwaite leva la tête. La femme était toujours là-haut, immobile, comme morte. C'est en effet très exact, reprit Conway. Derek Capel paraissait agité, excité comme un homme qui a fait un pari qu'il a gagné, malgré un handicap formidable. Il cherchait peut-être au contraire à se donner du courage pour vaincre des difficultés nouvelles, suggéra Alex Portal en se reversant une bonne dose de whisky. Pas du tout, dit vivement Evesham. Je pourrais jurer qu'il n'en était rien. Conway a raison, son attitude était celle d'un joueur qui a gagné, sans trop s'y attendre, et peut-être à peine croire à sa propre fortune. Et cependant, dit Conway avec un geste découragé, 10 minutes plus tard, Evesham frappa violemment la table du poing. Quelque chose a dû se passer dans ces 10 minutes, s'écria-t-il. Mais quoi? Voyons, récapitulons. Nous étions, si je me le rappelle bien, tous en train de parler lorsque Capel se leva et quitta la pièce. Pourquoi? Demanda M. Quinn. Cette interruption parut déconcerter Evesham. Pardon? Pourquoi? Répéta M. Quinn. Evesham réfléchit. Attendez, sur le moment, je n'y attachais pas d'importance. Voyons. Ah oui, le facteur. Rappelez-vous, Conway, le coup de sonnette et notre agitation. Nous avions été bloqués par la neige depuis 4 jours, une des plus violentes tempêtes qu'il y ait eu. Les routes étaient impraticables. Nous n'avions reçu aucun courrier. Capel alla chercher ce qu'on apporta
et revint avec des lettres et des journaux. Il déplia l'un des journaux pour voir s'il y avait des nouvelles, et monta dans sa chambre avec sa correspondance. 3 minutes après, nous entendions le coup de feu. C'est inexplicable, absolument inexplicable. Pourquoi inexplicable demanda Portal. Il est évident que Capel a reçu une communication inattendue. Ne croyez pas que nous n'y avons pas pensé, répondit Evsham. Ce fut d'ailleurs une des premières questions posées par la police. Mais Capel n'avait pas ouvert son courrier, qui était demeuré intact sur la table de toilette. Alex Portal parut étonné. Êtes-vous sûr, dit-il, que Capel n'a pas ouvert aucune lettre? Une lettre peut-être qu'il aurait détruite après l'avoir lue. Non, j'en suis certain, c'eût été la solution naturelle, mais aucune lettre n'avait été déchirée ou brûlée. Il n'y avait d'ailleurs pas de feu dans la cheminée. Portal hocha la tête. C'est extraordinaire, admit-il. Ah, ce fut affreux, poursuivit Esham. Conway et moi sommes montés en entendant le coup de feu et nous l'avons trouvé. Vous devinez le choc que ça nous a donné. Vous avez aussitôt téléphoné à la police? Demanda M. Quinn. Non, il n'y avait pas le téléphone à Royston. Je ne l'ai fait mettre que par la suite. Heureusement, un sergent de police se trouvait par hasard dans la cuisine. Il ramenait le chien de Capel, qui s'était égaré dans la neige. Il venait juste d'arriver quand le coup de feu retentit. Sa présence nous a rendu un grand service. Quelle tempête terrible ce soir-là, corrobora Conway. Ce fut, il me semble, au début de janvier. Non, en février. Nous sommes partis d'ici peu après. Moi, je suis sûr que c'était en janvier, insista Conway. Mon cheval, Ned, devint en effet boiteux en janvier. C'était juste après le drame. Alors, ce devait être tout à fait la fin du mois, dit Evsham. C'est curieux comme on oublie les dates au bout d'un certain temps. Effectivement, approuva M. Quinn. C'est une des choses les plus difficiles à se rappeler avec certitude, à moins, bien entendu, d'avoir un point de repère, comme l'assassinat d'une tête couronnée ou un crime passionnant. Mais oui, précisément, s'écria Conway. C'était au moment où éclata l'affaire Appleton. Un peu après, je crois. Non, souvenez-vous, Capel connaissait les Appleton. Il était allé passer quelque temps chez eux le printemps précédent, une semaine avant la mort d'Appleton. Et au retour, il nous a parlé de celui-ci, nous disant quel vieux rapia c'était et combien ce devait être terrible pour sa jolie et jeune femme d'être mariée à un homme pareil. Rappelez-vous aussi qu'elle n'a pas été soupçonnée immédiatement de l'avoir fait disparaître et que les accusations ont coïncidé avec le suicide de Capel. Vous avez raison, je me souviens d'avoir lu dans les journaux qu'on avait précédé à l'exhumation, c'était le jour du suicide. Je lisais l'information distraitement, ma pensée étant auprès de Derek, là-haut sur son lit de mort. Un phénomène courant mais curieux, dit M. Quinn. Dans les moments les plus tragiques, l'esprit s'arrête quelquefois sur un fait quelconque, qui se grave dans la mémoire et qui ne reparaît que longtemps après. Cela peut être sans aucune importance, ainsi que le dessin d'un papier peint. Cependant, on ne l'oublie jamais. C'est étrange que vous disiez cela, M. Quinn, dit Conway. En vous écoutant, je me suis cru soudain transporté dans la chambre, Derek étendu par terre, et j'ai vu tout à coup, et aussi nettement que possible, un grand arbre devant la fenêtre, et son ombre projetée sur la neige. Oui, le clair de lune, la neige, l'ombre de l'arbre. Je les vois encore maintenant. Ma parole, je crois que je pourrais les dessiner. Et cependant, le soir du drame, je n'avais pas conscience de les avoir remarqués. Cette chambre était bien celle qui est au-dessus de la porte d'entrée, demanda M. Quinn. Oui, et l'arbre est le grand bouleau à l'angle de l'avenue. M. Quinn parut satisfait. Quant à M. Satterthwaite, il ne dissimulait qu'avec peine son émotion. Il était en effet convaincu que chaque mot prononcé par M. Quinn avait sa raison d'être et tendait à un but précis. Mais quel but? M. Satterthwaite l'ignorait, mais il demeurait plus que jamais certain que M. Quinn détenait la clé du mystère. Après une pause, Evsham reprit. Je me souviens fort bien du bruit que fit l'affaire Appleton. La femme s'en tira, n'est-ce pas? C'était d'ailleurs une jolie femme, très blonde. Malgré lui, M. Satterthwaite chercha des yeux la forme accroupie derrière la balustrade. Était-ce en effet son imagination, ou s'était-elle vraiment repliée sur elle-même comme pour encaisser un coup? M. Satterthwaite vit également une main se diriger vers la nappe qui recouvrait la table, où elle s'immobilisa brusquement. Il y eut un bruit de verre brisé. Alex Portal, en se servant, avait fait tomber sa bouteille. Toutes mes excuses, monsieur Evsham, je suis désolé. Je ne sais pas par quelle maladresse
Excusez-moi. Ça ne fait rien, mon vieux, aucune importance. Mais c'est bizarre. Cela me rappelle ce que fit, paraît-il, Madame Appleton après la disparition de son mari. Elle brisa sa bouteille de Porto, je crois. En effet, dit Portal, le vieil Appleton en buvait un verre chaque soir. Or, le jour qui suivit sa mort, un des domestiques vit Madame Appleton prendre la bouteille et la briser violemment. Naturellement, à l'office, on fit des réflexions. Tous les domestiques savaient en effet combien leur maîtresse était malheureuse avec son mari. De fâcheux commentaires se propagèrent, et finalement, quelques mois après, l'un des membres de la famille de M. Appleton demanda l'exhumation de ce dernier. On constata alors qu'il avait été empoisonné avec de l'arsenic, il me semble. Non, de la strychnine, dit Evesham. Il n'y avait qu'une personne qui ait pu, selon toute apparence, commettre ce crime, Madame Appleton. Elle fut jugée mais acquittée, plutôt par manque de preuves décisives que par certitude de son innocence. En d'autres termes, elle eut de la chance. Je pense, quant à moi, qu'il est difficile de ne pas la considérer comme coupable. Que devint-elle par la suite? Elle est allée au Canada, je crois, ou en Australie, chez un de ses oncles. C'est d'ailleurs ce qu'elle avait de mieux à faire, disparaître. Monsieur Satterwhite observait la façon dont Alex Portal tenait son verre. Il le serrait étroitement. Il va le casser aussi s'il ne fait pas attention, pensa-t-il. Que cela est donc intéressant. Evesham se leva et se versa un nouveau verre. Eh bien, nous n'avons rien appris de plus sur la mort de Derek Capel, constata-t-il. Notre enquête n'a pas donné grand-chose, n'est-ce pas, Monsieur Quinn? Monsieur Quinn se mit à rire, d'un rire étrange, moqueur et cependant attristé, qui fit tressaillir tout le monde. Je vous demande pardon, dit-il, vous vivez toujours dans le passé. Monsieur Evesham, vous êtes influencé par vos impressions personnelles, tandis que moi, qui suis un étranger, un passant, je ne vois que les faits. Les faits? Que voulez-vous dire? Vous en avez relevé toute une série sans en discerner la signification. Retournons 10 ans en arrière, voulez-vous, et observons les événements sans nous laisser influencer par aucun sentiment ou aucune idée préconçue. Monsieur Quinn se leva et il parut alors immense. Le feu flambait derrière lui, l'éclairant à contre-jour. Sa voix se fit persuasive. Vous êtes à table. Derek Capel annonce ses fiançailles. Vous pensez à ce moment-là que c'est avec Marjorie Dilk. Maintenant, vous n'en êtes plus aussi sûr. Capel a l'air agité d'un homme qui a défié le destin. On sonne. Il va prendre le courrier en retard. Et comme vous l'avez remarqué, n'ouvre pas ses lettres. Mais il déplie son journal pour voir les nouvelles. Comme il y a maintenant 10 ans de cela, nous ne savons plus quelle était l'actualité. S'agissait-il d'un tremblement de terre ou d'une crise politique? Nous l'ignorons. La seule chose que nous savons, c'est qu'on annonçait ce jour-là que l'exhumation du corps de M. Appleton venait d'avoir lieu. « Que dites-vous » s'écria une voix. M. Quinn continua. Derek Capel monte dans sa chambre et voit quelque chose par la fenêtre. Sir Richard Conway nous a dit, en effet, que les rideaux n'étaient pas fermés et que la chambre donnait sur l'avenue éclairée par la lune. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il pu voir qu'il est décidé à se tuer? Que voulez-vous dire? Demanda la même voix. Eh bien, je crois qu'il a vu un agent de police, le sergent qui venait pour le chien. Mais Derek Capel l'ignorait. Affolé, il n'a vu que cela, un agent. Il y eut un long silence. Les assistants comprenaient avec peine ce que M. Quinn venait de dire. « Oh mon Dieu !» murmura enfin Evesham. « Vous n'allez pas insinuer une chose pareille. Appleton ?» Mais Derek n'était pas auprès de lui à ce moment-là. Appleton était seul avec sa femme quand il est mort. Certes, mais Derek avait pu être auprès d'Appleton une semaine avant. La strychnine n'est soluble que sous la forme d'hydrochlorure, dissoute dans la carafe à Porto. On en aurait absorbé une grande quantité que dans le dernier verre, et par conséquent une semaine après le départ de Derek. Portal fit un bond en avant. Sa voix était maintenant rauque et ses yeux injectés de sang. « Pourquoi aurait-elle brisé le carafon » s'écria-t-il. « Pourquoi? Répondez. » Pour la première fois de la soirée, M. Quinn s'adressa à M. Satterwhite. « Vous avez une grande expérience de la vie, M. Satterwhite, peut-être pourriez-vous répondre. » La voix de M. Satterwhite trembla légèrement. Son tour était bien arrivé. C'était à lui maintenant de donner l'une des plus importantes répliques de la pièce. Il était à présent acteur et non plus spectateur. « J'imagine, dit-il d'un ton modeste, j'imagine qu'elle devait aimer Derek Capel. Mais c'était une femme vertueuse et elle le repoussa.
Quand son mari mourut, elle soupçonna la vérité. Alors, pour sauver l'homme qu'elle aimait, elle essaya de détruire toute preuve contre lui. Plus tard, il réussit à la convaincre que ses soupçons étaient injustifiés, et elle lui promit de l'épouser. Mais elle resta méfiante. Les femmes ont en général beaucoup d'instinct. M. Satterwhite se tut. Son rôle était terminé. À ce moment-là, on entendit un long soupir. « Mon Dieu, dit Evesham sursautant. Qu'est-ce que c'est? M. Satterwhite aurait pu lui répondre que c'était Eleanor Portal qui, derrière la balustrade, avait poussé ce soupir. Mais il était trop artiste pour gâcher un effet. M. Quinn souriait. « Ma voiture doit être prête maintenant, dit-il en se levant. Merci pour votre hospitalité, monsieur Evesham. J'espère avoir fait quelque chose pour mon ami. » Tous les personnages présents le regardèrent étonnés. « D'ailleurs, continua Quinn, ce côté-là de l'affaire vous a frappé. Derek aimait cette femme, vous le savez. Il l'aimait assez pour tuer pour elle, et quand il entrevit ou crut entrevoir le châtiment, il se supprima, sans réfléchir qu'il la laisserait après sa mort se débattre contre une affreuse accusation. Portal s'était affaissé dans son fauteuil, son visage caché dans ses mains. Quinn se retourna vers Satterwhite. « Allons au revoir, monsieur Satterwhite, dit-il. Vous vous intéressez à ce drame, n'est-ce pas? Évidemment, la comédie est maintenant finie, mais bien qu'elle ne soit plus d'actualité, elle vaut tout de même la peine qu'on s'y intéresse. La moralité qui s'en dégage est, je le reconnais, un peu difficile à comprendre, mais, comme dit le proverbe, les morts vont vite. Alors, bonsoir à tous. » Et sur ces mots, M. Quinn quitta le hall, et les vitraux éclairés par la lune lui donnèrent, comme à son entrée, un aspect fantomatique. M. Satterwhite monta alors dans sa chambre, et comme il se disposait à fermer ses fenêtres, il vit la silhouette de M. Quinn descendre l'avenue. En même temps, sortant par une porte de côté, il aperçut celle d'une femme qui courait dans la nuit. Ils se parlèrent quelques minutes, puis la femme passa sous la fenêtre, et M. Satterwhite fut frappé par l'expression de son visage éclairé par la lune, une expression ardente de bonheur. « Eleanor, je t'en prie. » Alex Portal avait rejoint la jeune femme. « Eleanor, continua-t-il, pardonne-moi. Tu m'avais dit la vérité, mais je ne t'avais pas tout à fait cru. » M. Satterwhite s'intéressait beaucoup aux affaires d'autrui, mais c'était avant tout un gentleman. Il ferma la fenêtre tout doucement. Toutefois, il avait entendu la voix de Madame Portal, d'une douceur infinie, qui disait « Je sais, Alex, je sais. C'était l'enfer pour moi. C'est un martyre, lorsque l'on aime, que d'avoir confiance et de soupçonner à la fois. Oh oui, je sais. Mais le pire, vois-tu, c'est l'enfer que j'ai vécu auprès de toi. Ton doute et ta crainte de moi empoisonnaient notre amour. Heureusement, cet étranger de passage m'a sauvé. » « Sauvé? Oui, je ne pouvais plus supporter cette situation, tu comprends. Et cette nuit même, je comptais me tuer. » Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre. D'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux et optimistes. Au revoir et merci.